temps moderne. Il est là. Il a servi Charles de Gaulle, il a servi beaucoup de ministres, et il vient ici pour soutenir le présidentiel d'ONA. Il vient de Jeune Afrique, tout le monde connaît Jeune Afrique, c'est un très grand... Il s'est dit, à cette occasion, je ne peux que venir soutenir le futur président de la République démocratique du Congo. On l'applaudit. Et naturellement, j'avance. La renaissance du Grand Congo est en marche. Le Grand Congo. Dona Moupapa, c'est le pionnier, tout fait pour créer la fédération des démocrates et républicains de la République démocratique du Congo. C'est lui qui est l'initiateur. Et ça, c'était bien avant, avec les représentants de 14 millions de sang, parce que ce n'est pas avec la violence qu'on peut bâtir un pays. Donc, mon papa et son équipe avaient pensé à ce que le conclave des 8 et 9 juin dernier avait proposé. J'étais d'ailleurs à ce conclave et j'ai dit au président Tshisekedi, comment se fait-il? Vous faites venir quelques sages, quelques opposants, et vous évitez les républicains et démocrates congolais avaient cette idée. Il n'a jamais été compromis dans les transactions financières humanistes. Un médecin, et qui veut maintenant sauver ce pays qui en a beaucoup besoin. Et j'ai dit aux vieux, comment se fait-il, vous avez soigneusement évité de l'inviter. Et je crois qu'il a été il a été vraiment, à mon avis, il s'est dit vraiment, je m'en veux à moi, j'aurais dû écrire aussi à mon papa pour qu'il soit là. Bref. Eh oui, le prochain, ce sera avec mon papa, n'en doutez pas. Par ailleurs, vous savez que c'est maintenant Joseph Kabila, dans son discours à la nation, lui aussi parle de paix. Il parle de progrès. Voilà quelqu'un qui, depuis qu'il a pris la place, depuis l'assassinat de son père, n'a pas été capable de sécuriser la République démocratique du Congo. N'a pas été capable. À la dernière minute, il parle de paix. Apparemment, il ne veut pas partir. Il veut rester. Il manipule. Tout ça, ça ne fait pas sérieux. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays qui est assis sur des mines d'or, des mines de diamants, des puits de pétrole. Il suffit que ce livre magnifique qui est là, il vous parlera aussi de ce livre. Aussitôt, mes chers amis, mes chers confrères, la bonne parole, c'est maintenant. L'espérance commence si vous voulez projeter le film. Merci beaucoup. Dona Moupapa Kibali, je vais lui passer la parole. C'est une conférence de presse sans tabou. Je vous dis que le changement, c'est dans la démocratie et chacun doit poser les questions qui lui tiennent à cœur. Monsieur le Président, vous allez nous parler de votre programme. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous. Et j'en profite pour vous remercier très sincèrement pour avoir voulu accepter notre invitation. Aujourd'hui, c'est le 30 juin 2016. C'est curieusement un jeudi. Et ce jour est un jour particulier pour le peuple congolais. Puisque ces jours-là, le peuple congolais vous remercie encore une fois, puisque vous serez témoin d'un grand événement. Cet événement d'aujourd'hui, c'est la présentation de mon livre, programme. Bien sûr, nous avons fait le diagnostic
comme je suis en France, par la relation, donc ma vision de ce que sera la relation franco-congolaise si je suis président de la République démocratique du Congo. La francophonie. La RDC, en tant que plus grand pays francophone, de par sa superficie et de par sa population, parce qu'actuellement la population congolaise est estimée à 80 millions. La France, en tant que la patrie de cette langue, et aussi comme le principal contributeur financier de l'OIF, ce qui condamne les deux États à entretenir des relations étroites. Bien qu'ancienne colonie belge, la RDC bénéficie de la coopération française dès le lendemain de son indépendance, dans presque tous les domaines politiques, économiques, militaires, sécuritaires, sociaux et culturels. Cela a conduit à une relation dépassant les cadres de la coopération pour se transformer en amitié entre les deux pays. La France s'est à maintes reprises préoccupée de la promotion de la démocratie, de l'évolution vers un état de droit en RDC, par la mise en place d'un système juridique protégeant les individus, les institutions contre toute ambition politique dictatoriale. La France a toujours fait preuve, au-delà de ses propres intérêts, d'attachement à la paix, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national de notre pays, ainsi que de la volonté de voir s'instaurer un état de droit en RDC. Ainsi, seul ou au sein de l'Union européenne, du Conseil de sécurité de l'ONU, auprès de l'OIA, de l'Union africaine, ou des États voisins ou régionaux de la RDC, elle a multiplié des initiatives ou mené des actions allant dans ce sens. On peut se rappeler de l'intervention militaire à Kolwezi, lors de l'opération Licorne, de la création de l'ex-MONUC, de la MONUSCO, de l'appui aux résolutions des conflits, appui aux processus électoraux, du financement des élections de 2006 et signé en 1974, numéro 028, de la coopération militaire technique dans les domaines aéronautiques, de la force terrestre, qui a été signé respectivement le Zaïre à l'époque, c'est la République démocratique du Congo actuellement. Il y a une semaine, la France a salué l'adoption, le 23 juin 2016, à l'unanimité, par les conseils de sécurité pour une période d'1 an, les régimes des sanctions par rapport à cette relation franco-congolaise et de renforcer et de rendre privilégiée cette relation avec la France en recourant par les biais d'une intense coopération à ses moyens et à son expertise pour assurer de manière pérenne la défense, l'intégrité et conformément aux accords bilatéraux signés entre la France et mon pays depuis le 22 juin 1974 dans les domaines militaires, la police, renseignement et justice ou de la gouvernance démocratique. État des droits, bonne gouvernance qui sont absolument nécessaires pour le développement de pays africains dont la RDC. De plus, les entreprises françaises réputées pour la qualité de leur production, et ces dernières années, la percée de la Chine, comme celle d'autres pays émergents, tend à réduire la présence
et les investissements français dans mon pays en particulier. Or, cet apport chinois ne semble pas bénéfique à long terme, politique, économique et démocratique, faisant là reculer les chances d'avènement d'un État moderne en RDC. Ensuite, les investissements chinois n'emploient pas des main-d'œuvre hallucinants. Ils ne se préoccupent pas des normes de la protection environnementale et ne s'accompagnent pas de la création des structures sociales où ils s'implantent. Enfin, il est souvent déploré la faible qualité des essences chinoises et que l'on n'aurait pas pu reprocher à la France, et en raison des liens anciens entre là en 1945, après la Deuxième Guerre, la participation des entreprises françaises a appuyé ces vastes programmes, des grands travaux que nous voulons initier pour la restauration de ces géants du Congo endormis depuis plusieurs années. Je souhaite rencontrer les dirigeants des entreprises françaises suivantes: la Société des autoroutes, Vinci, Cofiroute, les autres, les groupes Thales, Dassault Aviation, pour l'achat des Rafales, Mirage, pour la ligne des trains de grande vitesse, type TGV transocéanique, qui reliera l'océan Atlantique à l'océan Indien. Pour l'agro-industriel et les ports. Le groupe Alstom pour l'équipement de mon pays en train et tramway. Le groupe Orange pour la téléphonie, Total pour l'exploitation du pétrole, le groupe Areva, le chômage et l'immigration clandestine. Car mon pays vient en deuxième position pour les demandeurs d'asile politique après la Russie en France selon l'OFPRA. Je ne pourrais pas terminer ces paragraphes sans remercier les autorités françaises et l'OFPRA pour m'avoir accordé un asile politique et me donner l'opportunité de réussir sur le plan professionnel et de poursuivre ma lutte pour l'instauration d'un état de droit dans mon pays. Comme je l'ai fait le 19 janvier 2016, lors de ma déclaration de candidature, je réitère mon appel. Massacre des civils, du chaos qui se profile à l'horizon, afin de sauver la démocratie. C'est un paragraphe que je fais exprès pour expliquer ma vision de la relation franco-congolaise que je compte instaurer dès mon arrivée au pouvoir en RDC. Notre conférence, programme quinquennal, que nous avons élaboré avec mon équipe pour les 5 ans. C'est-à-dire de 1900, de 2 345 000 km². Il est en 12e rang mondial en superficie. Donc c'est le 12e pays en superficie et ça fait exactement 4,5 la France. C'est un concentré des richesses, un sol diamant, et cuivre, cobalt, l'or, coltan, uranium, forêt, fleuves, et sont parmi de nombreux trésors. Les géologues français ont mené plusieurs études sur 36 minéraux rares. Le Congo renferme 33. Donc c'est une terre bénite et nous sommes assis sur une richesse, mais avec une population la plus pauvre du monde. C'est vraiment un contraste et une injustice. La situation sécuritaire est marquée par une guerre interminable et ses abominables corollaires, le massacre et les génocides de populations civiles de Béni, Nord Kivu, au Sud Kivu, depuis 2 décennies, par des groupes armés, des terroristes d'ADF Nalu, la mauvaise gouvernance caractérisée par
la corruption institutionnalisée, les détournements de fonds publics, les favoritismes et les clientélismes, l'absence de justice, abandon des valeurs républicaines et les dénis de démocratie. L'opposition politique réelle est toujours obligée de s'exprimer en dehors ou depuis l'étranger, et que ceux intellectuels, journalistes ou membres de la société civile qui tentent de le faire depuis le Congo soient aujourd'hui des activistes de Lucha et tant d'autres opposants politiques croupissent encore dans les geôles de la police de Kabila. Le cas de Moïse Katumbi est flagrant. Le gouverneur frondeur, ancien cadre de son parti politique, le PPRD, qui a osé s'opposer à l'interne à son troisième faux pénalty, selon sa métaphore, a été poussé à l'exil après une inculpation et une condamnation rapide, immédiate, à 3 mois de prison pour spoliation d'un humain. Au-delà du diagnostic ci-après, les dérapages et l'échec du processus démocratique âprement mis sur les rails, la RDC a désormais besoin d'une politique de rupture. Nous voulons restaurer ces grands et riches pays totalement réunifiés, rassemblés autour d'un idéal. Le Congo pour tous et les vivre ensemble. Un Congo fort, uni et grâce à la coopération régionale et internationale. Un seul credo sera notre moteur, c'est les social et libéral. Nous voulons remettre notre pays sur les rails par l'instauration d'un état de reconstruction de son tissu économique et social, la protection et l'amélioration de son environnement écologique. Notre projet est basé sur un ordre logique de 4 cibles prioritaires qui visera notre action de la reconstruction de la RDC. La jeunesse, la femme et le milieu rural. La restauration. Les 9 axes de notre projet sont la restauration des valeurs civiques et morales, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, le rétablissement de l'autorité de l'État, de la paix et la sécurité, la construction et le développement des infrastructures de base, la mise en route d'une politique du bien-être social, politique et démocratique, la professionnalisation d'une diplomatie de développement. Nous allons initier une nouvelle citoyenneté. Nous allons redonner les valeurs civiques républicaines, refonder une nouvelle république exemplaire, créer une mixité sociale et rechercher. Nous allons revoir la loi sur la corruption, les détournements de fonds, la dégradation des biens publics et sur la fraude douanière. La justice en donnant les moyens appropriés. Assurer l'indépendance aux structures de régulation et de lutte contre la fraude. Pour enrayer la pauvreté et lutter contre l'exclusion et ainsi le monde rural, notre projet prévoit des mesures fortes, mues par une réelle volonté politique de leur application, la généralisation de la grande couverture maladie universelle, la création d'infrastructures, la création des centres de formation professionnelle et technique, la création d'enfants de la rue, les enfants sorciers, les enfants soldats. Quelle ironie du sort qui
vienne en aide à ses enfants. L'instauration de la paix et de la sécurité par la négociation au plan national, régional et des sécurités aguerries, organisées et efficaces. Or, pendant la guerre de Colombie. La formation de la police, accélérer les rapatriements des réfugiés congolais vivant dans les pays voisins et celui des réfugiés étrangers, notamment les combattants des FDLR, qui est en fait une force de libération du Rwanda qui sert toujours de prétexte à la violation de nos frontières par notre voisin, le Rwanda, à travers le programme du Haut Commissariat des réfugiés et des pays concernés. Nous allons parachever la réforme du secteur éléments. C'est actuellement notre armée est infiltrée de mercenaires venus des pays de l'Afrique de l'Est, de la Somalie, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, et les viols des masses pendant une période de 20 ans. Donc pendant 20 ans, nous allons créer une armée de réserve, comme ça se fait en Israël, comme ça a été le cas en France et dans beaucoup de pays européens après la Deuxième Guerre mondiale. Les conflits sont énumérés comme suit. Nous avons des conflits fonciers, naturels, les conflits ethnopolitiques, les conflits juridiques et transfrontaliers, les conflits politiques, administratifs et sociaux. Et enfin, les conflits liés au pouvoir coutumier. L'absence d'autorité de l'État, la pression démographique, les mouvements massifs des populations, la corruption de l'administration, l'intolérance politique entre communautés, la non-implication des communautés locales dans la mise en valeur des ressources du sol et du sous-sol, l'exploitation illicite des ressources naturelles, l'insécurité juridique, la méconnaissance ou l'ignorance des lois ou des textes réglementaires et la porosité de nos frontières constituent là les causes principales du désordre que nous vivons. Toutes les mesures politiques et économiques seront mises en place dans les cadres internes et externes après les différents accords de paix pour comprendre l'origine des blocages et y apporter des réponses adéquates. Nous allons accélérer la réforme de la loi foncière et vulgariser la loi foncière. Nous allons vulgariser et faire respecter les lois et les règlements sur les aires protégées. Nous allons accélérer la réforme du code minier et revoir les contrats miniers en tenant compte des intérêts de l'État et des préoccupations des populations locales. Nous ferons respecter les cahiers de charges par les entreprises concessionnaires et en particulier les dispositions en faveur des populations autochtones. Mettre sur pied dans le Kivu un projet pilote des zones d'artisanat minier, des coopératives artisanales, ouvrir des comptoirs officiels et installer un système fiable de certification des minerais congolais. Nous allons accélérer le processus d'exploitation des ressources naturelles en partage avec les pays voisins et régler les conflits portant sur l'exploitation du pétrole, du gaz et des autres ressources naturelles avec ces pays. Nous allons accroître un maillage sécuritaire efficace autour des zones minières, la création de la police des mines pour la protection des travailleurs et de la population autochtone. Nous allons élaborer une stratégie globale
pour neutraliser les réseaux économiques et logistiques transfrontaliers à travers la communauté de pays des Grands Lacs et des experts des Nations Unies de la résolution 1533 qui a été installée depuis 2004. Nous allons identifier les commanditaires qui soutiennent les groupes armés au sein de la population, des institutions politiques, représentatives provinciales et nationales, par des enquêtes très approfondies. Nous allons bien exploiter les rapports MAPI et punir sévèrement le responsable. Nous allons éradiquer la présence des milices dans les zones minières et ailleurs avec l'aide de la brigade d'intervention des Nations Unies et des pays amis, comme la France. Nous allons résoudre le problème de la nationalité des minorités rwandophones sans tabou ni discrimination. Promouvoir les dialogues intercommunautaires. Nous allons créer une commission vérité, paix et réconciliation nationale, comme ça s'est fait en Afrique du Sud avec Mandela. Nous allons initier et adopter la loi relative à la protection et à la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Pour lutter efficacement contre l'exclusion, nous préconisons la rédaction et l'adoption par voie référendaire d'une nouvelle constitution qui consacre une 4e république réellement démocratique et dont le régime reste parlementaire et autorise la double nationalité à tous ses fils ayant la nationalité de leur pays d'adoption. Une opération de recensement général de la population congolaise et étrangère sera entreprise immédiatement dès notre arrivée au pouvoir. Une mise en circulation de la carte nationale d'identité, une régulation administrative pour séjour des étrangers par l'octroi d'une carte de résident. Nous allons interdire des références faites aux tribus, à l'ethnie et à des appartenances provinciales qui divisent notre peuple sur tout document administratif ou pour toute démarche administrative. Nous allons créer, sous le plan économique, 5 zones économiques spéciales, nous appelons les S, où il faut installer des industries, des transformations et structurantes. Nous allons relancer les industries nationales en péril. Nous allons créer le développement ou renforcer des industries structurantes, notamment l'industrie des ciments, pour accroître l'offre du ciment dans le pays. Nous allons relancer, nous allons améliorer le climat d'affaires par la simplification des procédures administratives, des formalités de création d'entreprises et du code des douanes. Nous allons vulgariser et appliquer strictement la législation OHADA. Forestiers, fonciers, de l'eau et des hydrocarbures. La restauration du secteur touristique. Nous ferons aussi la réforme du secteur bancaire par l'élaboration du code des investissements de ces secteurs et la révision de la loi bancaire. La réforme du secteur d'assurance et du secteur de l'énergie. La concurrence et la publication d'informations dans la passation des marchés publics. Les avantages fiscaux et douaniers pour les investissements dans les domaines des énergies propres, du numérique, de l'agriculture et du tourisme. La mise en place d'un système national d'information statistique, le respect des délais de paiement de la dette publique vis-à-vis des entreprises
privés et publics. Nous allons créer, réhabiliter des infrastructures, des bases, des soutiens à la croissance, télécommunications, électricité, les éoliennes. Notre priorité sera la sécurisation du pays, des personnes et des biens. La promotion des politiques, des créations d'emplois. Nous ferons la promotion de la classe moyenne et la protection du petit commerce. Nous ferons la promotion de la croissance des secteurs clés de l'économie nationale. Notre programme veut se servir des 80 millions d'hectares d'étendue des terres arables que contient notre pays. 4 millions d'hectares de terres irriguées, de nombreux cours d'eau comportant d'importantes ressources humides. Considérés comme les secteurs moteurs de 15% dans la formation de notre PIB, de 10% du budget de l'État et de plus de 50% des recettes d'exportation. La participation du secteur des mines à la croissance et au budget du Centre de recherche géologique et minière, une installation des cadastres miniers provinciaux sera faite. Nous allons renforcer les capacités humaines de toutes ces structures du secteur par la formation périodique de spécialistes. Nous allons construire des terminaux modernes dont un Ango. Nous allons réviser les codes des hydrocarbures. Et nous allons inciter, d'abord, sinon obliger les entreprises minières à produire sur place pour une valeur ajoutée et une sous-traitance locale. Mettre en place des systèmes de certification, de traçabilité appropriés aux besoins du pays et répondant aux exigences internationales. Et nous allons mettre en place un système national d'information statistique. Le secteur des télécommunications est un secteur de l'économie congolaise qui a connu un taux de croissance très élevé ces 10 dernières années, avec une contribution également croissante au budget de l'État et dans la formation du PIB depuis une dizaine d'années. Nous allons réviser par rapport à l'environnement et au tourisme. Nous allons réviser le code forestier, procéder au zonage forestier du territoire national, mettre en œuvre et promouvoir la loi cadre sur la protection de l'environnement. Nous allons lutter contre les braconnages par le renforcement des capacités des éco-gardes, équipements et formations, et la sensibilisation des populations locales. Doter les pays d'une loi cadre sur le tourisme et d'un plan directeur national intégré pour le développement du tourisme et favoriser l'écotourisme. Oui, nous allons investir massivement dans les infrastructures touristiques par les partenariats publics. Nous allons faire une réforme de l'Office national du tourisme et du Fonds national de promotion touristique et de la composition de la dépense publique. Une amélioration des stratégies de mobilisation des recettes publiques sera faite. Une évaluation et une amélioration des réformes fiscales et douanières. Une évaluation et l'application de la loi numéro 1101 du 13 juillet 2011 sur les finances publiques. Nous ferons une évaluation et poursuite de la mise en œuvre de la réforme de la TVA. Nous allons veiller au respect scrupuleux. Nous allons faire des réformes du système bancaire et financier par la création des banques spécialisées, banques agricoles, banques d'habitat, banques publiques d'investissement, etc.
Nous allons élaborer un code des investissements du secteur bancaire, des mesures incitatives pour les banques à accorder des crédits au secteur stratégique. Nous ferons une création d'une bourse des valeurs immobilières, des soutiens aux investissements de long terme. Et nous ferons la promotion des activités des microfinances et de leur déploiement en province. De la politique de la dette. Une demande, la BAD, qui constitue les gages de la mobilisation des ressources extérieures. Feront respecter des échéances de paiement du capital et du service de la dette. Nous allons mener des réformes de l'Office de gestion de la dette publique, appelé OGDEP, en lui donnant les outils nécessaires et les moyens humains, ainsi qu'une autonomie financière. La République démocratique du Congo ne peut pas aspirer à un quelconque développement sans l'apport du secteur privé, c'est-à-dire des hommes d'affaires, des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. En dépit de plusieurs réformes déjà menées, les classements de l'édition 2015 du rapport de la Banque mondiale Doing Business aux investissements. Nous allons poursuivre une campagne de vulgarisation de la législation OHADA, donner les moyens au comité de pilotage pour l'amélioration du climat, mécanisme des garanties des investissements auxquels le Congo a adhéré. Nous allons renforcer la sécurité juridique et du système. La vulgarisation du guichet unique intégré électronique du commerce extérieur et du code des douanes. Nous allons donner à la SNEL les moyens d'améliorer la fourniture d'énergie, c'est-à-dire procéder rapidement et résumer notre livre qui fait 211 pages, que je ne saurais pas résumer en moins de 2 minutes. Vous aurez l'occasion de lire ces livres et prendre connaissance de toutes les mesures. Comme vous l'aurez constaté, le pays est dans un état de délabrement avancé, dans une déliquescence avancée. Le travail est énorme. Nous avons besoin de tout le monde, des investisseurs et de la volonté des Congolais d'aller de l'avant pour reconstruire ces grands et beaux pays. Nous voulons respecter ce que nos ancêtres, ce que nos aînés nous ont dit. Nous voulons reconstruire un Congo nouveau, un Congo plus beau qu'avant. Voilà, je vous remercie, j'ai dit. D'abord, je tiens à saluer la présence du représentant du président Ouad. Le représentant, on le salue. Où est-ce qu'il est? Lève-toi, représentant du président Ouad. Voilà. Mais je salue aussi le représentant de Comores, qui est parmi nous lui aussi, et qui se dit, si demain, mon papa est élu, il faudrait qu'il fasse un tour aux Comores. On l'applaudit aussi. Alors, vous allez constater que dès que le président sera élu, la première des choses, il va s'entourer de jeunes, les jeunes compétents, ceux qui maîtrisent tout ce qui est numérique. Il va s'entourer d'hommes et de femmes. Il va respecter la parité. Et je salue toutes ces femmes qui sont là. On les applaudit. Mesdames, on vous applaudit. Mon papa se bat pour vous. Une fois élu, il va mettre fin à ces violations de femmes que vous voyez tout le temps sur les chaînes de télévision. Mon papa, c'est l'homme qui va, à sa manière, réparer les femmes. Et en même temps, il va faire en sorte que le transfert de technologie soit
applicable. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte, avec lui, qu'en République démocratique du Congo, qu'on puisse façonner toutes les bonnes matières premières là-bas, au lieu de le faire à l'étranger. Et souvent, quand l'étranger, évidemment, façonne ces matières premières, on les revend aux Congolais à prix inacceptable. Donc, mon papa va se battre pour que le transfert de technologie devienne quelque chose d'effectif. Et j'ajoute, pour la paix dans la sous-région, qui est ce qu'on appelle le marché commun régional. Pourquoi les Katangais, je veux dire les Rwandais et quelques, parfois Ougandais, s'attaquent à un pays frère, un pays accueillant comme la République démocratique du Congo? Je pense que Kagame a tort. Et il faut que l'Union africaine le lui dise. Il faut que l'Union européenne le lui dise. Le Rwanda ne doit pas attaquer son pays, son ami, son frère de la République démocratique du Congo. Et mon papa va se battre pour qu'il y ait ce qu'on appelle un marché commun régional. Où, si par exemple la République du Congo a suffisamment de pétrole, les pays qui n'en ont pas suffisamment pourront venir pratiquement se servir, mais de manière juridique, de manière respectable. Le piège des matières premières d'un pays africain par un autre pays africain est aussi odieux que le pillage des matières premières de certains pays étrangers. C'est-à-dire que quand le mal, c'est le mal, il faut qu'on apprenne à nous respecter nous-mêmes et que en République démocratique du Congo, je vois en mon papa une sorte de Mandela. Et il a prononcé le nom de Mandela. Il y a des difficultés, certes, mais il y a la foi. Je pense qu'avec lui, enfin, la République démocratique du Congo va devenir un pays émergent. Maintenant, messieurs les journalistes, vous allez poser des questions, il n'y a pas de tabou. Ce que je vous demande, c'est d'être concis. Ce n'est pas un meeting, c'est une conférence de presse. Et je compte sur vous pour que demain matin, je vois ça sur la télévision, si vous avez une télévision. On en parle à la radio. Je m'étonne que RFI, qui avait promis d'être là, ne soit pas venu, parce que mon souhait était de voir demain matin mon papa dans les machins pour dire voilà ce que je propose pour la République démocratique du Congo. Maintenant, je tiens à saluer les Français une fois de plus. Il l'a dit, et il a raison de le dire. La France-Afrique, ce n'est pas du tout le peuple français. Et je salue ce Français, si vous voulez vous lever. Voilà un Français patriote. Levez-vous. Il est bien. Il est bien. Il a toujours lutté contre la France-Afrique. Parce que j'ai le sentiment que les gens confondent la France-Afrique, c'est-à-dire la partie mafieuse, la partie qui veut coûte que coûte, avec les bobs de nard, faire de coups d'État. Et les focards. Le ministre est là. Le ministre lui-même lutte contre ça. Donc il ne faut pas confondre le bon peuple français et sa mafia. Donc quand mon papa sera élu, quand une fois élu, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait ce que j'appelle ce genre de coopération apaisée et bénéfique pour les uns et les autres. Maintenant, qui veut poser la première question? Ah, le voilà là-bas. C'est monsieur, comment il s'appelle encore? Monsieur Karasoli. Descendez, mon cher confrère. Voilà, il y a un micro-baladeur. Vous posez la technologie. Nous sommes mieux informés que ceux qui sont sur place. Et c'est pourquoi nous avons fait ces diagnostics sans complaisance. Et nous avons proposé des solutions. Et en lisant mon livre, vous allez comprendre que je ne suis pas ignorant des problèmes. C'est pourquoi je propose des solutions. Moi, le fait d'être en France depuis 17 ans m'a beaucoup appris. J'ai appris la démocratie. J'ai appris une grande expérience. Et la gestion. Et la gestion des biens publics. Nous savons très bien, ici, par exemple, dans ces pays, si vous trichez avec 5 électeurs, simplement, vous risquez la prison. Mais chez nous, l'actuel président a triché avec 3 millions de voix. Et il est au pouvoir. Le fait d'avoir des cultures, c'est une chance pour moi, puisque j'ai double culture. Une culture africaine, parce que j'ai quitté mon pays à l'âge de 36 ans. Mais
Je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai 56 ans, donc je connais exactement la culture africaine. Je connais mon pays de fond en comble. Je le connais parfaitement puisque j'ai sillonné tous les pays pour traiter des épidémies, je l'ai dit. Je connais tous les problèmes. En dehors du délabrement de son tissu économique, de la santé, de tout ce qu'il y a comme corollaire de cette guerre qui a fait 20 ans. Et vous vous rendrez compte que je connais tous les problèmes, tous les maux dont souffrent ces pays. Donc je ne suis pas un étranger. Et mon retour au pays est attendu sérieusement par tous les Congolais, puisque je suis un candidat indépendant. Je n'ai pas de parti politique. Et les Congolais préfèrent cela. C'est ça l'alternance. Ils ne veulent plus de politiciens vagabonds, qui n'ont pas d'idéologie politique, qui suivent le pouvoir comme les poissons suivent l'eau. Aujourd'hui, les Mobutistes sont devenus des kabylistes. Donc c'est pourquoi je vous dis sincèrement que je connais très bien le problème et les maux qui rongent mon pays. Et je vous ai décrit tous les conflits qui existent. Et j'ai proposé des solutions. Voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci. Aujourd'hui, même la Chine est ouverte. Vous pouvez aller en Chine et tester. Mais pourquoi vous allez fermer? Simplement, ce qu'il faut faire, c'est faire respecter la loi. Comme le journaliste Racine l'a dit, il faut prendre les bons côtés des investisseurs. Il y a des investisseurs qui respectent la loi, qui respectent les pays d'accueil. Si nous venons ici en France, nous respectons la loi et nous respectons les règles démocratiques de la France. Donc, c'est à nous de faire respecter la loi et d'accepter d'abord, puisqu'aujourd'hui, quand vous voyez tous les pays du monde font de la promotion. J'étais à une conférence du Commonwealth. Je vis le Cameroun. Je vis le Nigeria. Ils ont fait des stands. Ils appelaient les investisseurs à venir investir à Lagos. Comment investir à Lagos? Quelles sont les opportunités? C'est ça qu'il faut suivre. Actuellement, c'est ça. Il faut ouvrir les pays à l'investissement, mais bien organisé et bien encadré. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans mon pays, il y a une guerre. Ça fait 20 ans. C'est parce que nous n'avions pas utilisé cette politique-là bien avant. S'il y avait des investisseurs, s'il y avait une ouverture, les gens ne pouvaient pas venir piller. Puisque ça serait mis en valeur. Nous n'avons pas mis en valeur nos richesses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas d'industrie, on n'a pas de structure. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne politique de s'enfermer. Il faut faire une politique d'ouverture. Et cette politique-là, s'il est bien suivie et bien encadrée, vous irez vers le développement. Mais tout en sanctionnant les inciviques, tout en sanctionnant ceux qui ne respectent pas la loi de votre pays. Voilà. Merci. Ça. Et c'est ce que propose le docteur Donna Moupapa Kibadi. Moi, quand j'ai vu Laurent Gbagbo, quelques 2 ans avant qu'il ne tombe, ensuite, quand il y a eu l'élection présidentielle, et on lui a dit qu'il a été battu. Et j'ai dit, il est là maintenant à La Haye, si on te dit que tu as été battu, tu as déjà fait plus de 10 ans de pouvoir, à mon avis, il faut accepter que Ouattara vienne. Ensuite, tu reviens en bon opposant. Toute la Côte d'Ivoire sera derrière toi. Ouattara fera peut-être un mandat, tu seras réélu démocratiquement. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Je suis sûr que s'il était parti, il serait peut-être aujourd'hui, au lieu que Ouattara fasse un deuxième mandat, c'est peut-être Laurent Gbagbo qui serait là aujourd'hui. Donc tout ce qui peut prêter à confusion
il n'est pas question. Il n'est pas question pour nous de faire la cour à la France et de faire ce qu'on appelle la politique de Yabon Banania. C'est fini ça, rassurez-vous. C'est pourquoi nous sommes allés à l'école, c'est pour permettre à nos pays respectifs de se développer par l'intelligence, par la bonne gestion, contre les violations des droits de l'homme et ça me fait plaisir quand lui-même il parle tout à l'heure des enfants qui sont plus ou moins sacrifiés, qui sont considérés comme des enfants sorciers. Maintenant, mon papa est un intellectuel comme vous et moi, il faut coopérer avec la France, mais il faut coopérer avec raison et avec vérité. Mon cher confrère, si vous voulez poser votre question. Connu une guerre entre lui et M. Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire que ce n'était pas une élection transparente. En 2011, nous avons aussi assisté à un hold-up électoral. Et là, le problème, c'est que le président actuel n'a plus le droit de se représenter puisqu'il est à son dernier mandat. Il a essayé de changer la Constitution. Il a essayé de contourner cela par une loi électorale. Mais la population est descendue dans la rue et a payé les lourds tributs puisque leur manifestation pacifique a été réprimée dans le sang le 19, le 20 et le 21 janvier 2015. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a une résolution de l'ONU 2293 du 23 juin 2016. L'ONU reconduit les sanctions, régime des sanctions. Mais si l'ONU reconduit ces régimes de sanctions, c'est qu'il y a une violation des droits de l'homme au Congo. Tous les jours, il y a des massacres et il y a un rétrécissement de l'espace démocratique. Nous ne pouvons pas nous exprimer au Congo, au risque d'être en prison ou tué. Et les élections aujourd'hui, je dis, sont hypothétiques puisque le président actuel n'est pas prêt à faire ses valises. Et dans son parti politique, ils disent qu'il n'a que 45 ans et ils ne voient pas comment un jeune homme de 45 ans peut prendre une retraite. Mais c'est grave, ça m'a fait rire. Il dit, mais écoutez, ces messieurs pensent qu'un mandat présidentiel, c'est un CDI. C'est pas un contrat du réel déterminé. C'est un mandat qui se termine le 19 janvier à minuit. Et le 20 décembre, le 19 décembre à minuit, son mandat se termine. Il a fait 5 ans, 2 fois 5 ans. Donc ça fait 10 ans, pas plus, même pas un jour de plus. Ça c'est la Constitution. Il doit respecter la Constitution. Pour nous, le 20 décembre, s'il n'arrive pas à organiser les élections en temps et en heure, le 20 décembre, tous les pays de la communauté internationale ne vont plus lui reconnaître ses droits, puisqu'il n'aura pas de mandat. Ça sera un usurpateur. Il n'aura plus de légitimité. Donc, nous attendons. Il avait proclamé, ils avaient sorti un calendrier électoral après les massacres de janvier. C'était au mois de février, sous la pression de la communauté internationale. Mais il n'a jamais respecté ces calendriers. Les élections provinciales qui devraient avoir lieu l'année dernière n'ont pas eu lieu. Les élections, aujourd'hui je vous parle, le Sénat n'a plus de mandat. Légitime. Et ça fait, oui, légitime. C'est depuis 2012 que le Sénat devait être renouvelé. Ils n'ont pas de mandat. Ils continuent encore. Et ils ont fait un terme qu'ils ont inventé.
alors le président ne trouve aucun inconvénient pour glisser lui aussi à son tour. Mais cette fois-ci, le peuple congolais est vent debout. Et nous disons non au glissement du président et de l'Assemblée nationale. Puisque le Sénat est sur une pente glissante. Mais nous ne voulons pas qu'il glisse lui aussi. On n'a pas de toboggan. Il va partir cette fois-ci. Et nous sommes prêts à l'aider à partir. Voilà, merci. Le courage que vous avez, et surtout pour essayer de redresser ce pays qui est un beau pays, j'en suis persuadé, j'ai été déjà, et je ne suis pas déçu de ce que j'ai vu, mais à trouver, selon vous, hein, pour pouvoir rétablir ce pays et réconcilier ce peuple qui n'arrive pas encore à trouver ce bon équilibre, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment allez-vous procéder pour pouvoir faire en sorte que ces gens arrivent à comprendre que l'avenir ne peut être qu'ensemble et pas autrement?